Voilà, la Fondation veut aller plus loin. Elle veut être indépendante. Elle a atteint une petite adolescence depuis 6 ans. Elle marche bien, elle fonctionne bien, elle a des jurys excessivement compétents. Elle a des modes d'attribution des subventions à ses bénéficiaires qui commencent à être bien rodés. Les mécènes viennent vers elle, ce qui est toujours bon signe. Simplement, elle est toujours sous égide de la Fondation de France. Elle est sous égide de la Fondation de France, ce qui est un garant de sa bonne gestion, certes, mais qui aussi l'oblige à se plier aux règles de la Fondation de France, qui sont assez contraignantes. Par exemple, elle ne peut pas faire d'appel à dons publics, elle ne peut s'adresser qu'à des cibles bien définies, et vous en faites partie. Elle ne peut pas faire de publicité, alors c'est très difficile de se faire connaître sans pouvoir se faire connaître. Donc il est bien évident que le but de la Fondation maintenant, c'est de devenir fondation reconnue d'utilité publique, certes, mais indépendante. La deuxième chose qu'elle ne peut pas faire non plus, parmi les différentes choses qui sont un peu contraignantes, c'est qu'elle ne peut pas faire de financement participatif, de crowdfunding, puisqu'elle est obligée de se plier aux règles de la Fondation de France, et que la Fondation de France, à l'heure actuelle, n'autorise aucune de ses fondations abritées à faire du financement participatif. Donc, pour devenir fondation reconnue d'utilité publique indépendante, il y a une contrepartie importante. Elle doit réunir un fonds de 1 500 000 euros, qui est bien évidemment le garant de sa solvabilité. Dans les années qui viennent, vous l'avez entendu ce matin, les financements publics, régionaux, conseils régionaux, si on veut, et probablement État, ne pourront que décroître. Le mécénat devra prendre la relève. Encore faut-il qu'une fondation indépendante soit capable et prête à assumer cette mission. La Fondation fait appel à votre générosité 2 fois par an. En mai-juin, au moment de la déclaration ISF, et en fin d'année, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu. Vous allez recevoir, probablement demain, peut-être lundi, ou peut-être aujourd'hui d'ailleurs, votre bulletin de don déductible de votre impôt sur le revenu 2014. Si chaque adhérent de la demeure historique faisait un don de 500 euros, qui lui coûte en réalité 170 euros, compte tenu de la déduction fiscale autorisée sur l'impôt sur le revenu, nous pourrions atteindre notre objectif et être fondation reconnue d'utilité publique pratiquement en 1 an. Pour ceux d'entre vous qui sont redevables à l'ISF, je terminerai par une note personnelle. Voilà, moi je suis propriétaire d'un monument historique. Je suis déléguée régionale pour la Lorraine. Ma famille est adhérente à la demeure historique depuis 1972. Depuis 20 ans, je gère seule un monument historique familial en Lorraine. Je suis assujettie à l'impôt sur le revenu, je suis assujettie à l'ISF. Donc je pense que je fais partie de l'adhérent lambda de la demeure historique. Et je fais un don depuis 2012 à la Fondation pour les monuments historiques de 1 000 euros. Je pourrais faire plus, je pourrais faire moins. Pendant 3 ans, j'ai consciencieusement, entre 2008 et 2012, mis mon bulletin de don de Fondation pour les monuments historiques à la poubelle, en me disant que ce n'était pas mon problème, que j'avais vraiment d'autres frais, d'autres charges à payer en dehors d'une fondation hypothétique. Et puis en 2012, quand Jean de Lamberty m'a demandé de rejoindre la fondation pour m'occuper du développement et de la communication, et ensuite prendre la délégation générale, je me suis dit que peut-être moi aussi je pouvais participer à l'essor de la fondation. Donc je fais un don de 1 000 euros qui me coûte en réalité 250 euros compte tenu de la déduction de 75% sur l'ISF. Et je pense que dans cette salle, franchement, tout le monde peut mettre 250 euros dans le pot commun pour une fondation dont tout le monde aura besoin un jour ou l'autre.